les forces de la France libre, c'est-à-dire dans la résistance, et partir à Londres. Et donc Sartre va développer très très longtemps ce dilemme. Le jeune homme est face à un dilemme. Dans les deux cas, d'ailleurs, ce qu'il fait est moral. S'il résiste, c'est moral. S'il s'occupe de sa mère qui se retrouve toute seule, c'est moral aussi. C'est ça un dilemme moral. C'est qu'il n'y a pas le bien et le mal. Il y a le moral et le moral. Et Sartre lui dit, il lui répond cette chose-là, il lui dit créez, inventez votre solution. Créez votre réponse, inventez votre solution. Autrement dit, ce qu'il essaye de lui faire comprendre, c'est qu'aucune morale ne pourra l'aider. Alors ça ne veut pas dire que les morales, que ce qu'on est en train de faire est tout à fait inutile. Parce que bien sûr, que plus j'aurai réfléchi à différents systèmes moraux, plus j'aurai de repères. Et les repères, c'est important dans les choix. Mais ce qu'il veut lui dire, c'est qu'il n'y a que lui qui puisse choisir. Personne ne peut choisir à sa place. Dans un dilemme, personne ne peut choisir à votre place. Il y a une solitude absolue face aux grands dilemmes moraux de l'existence. C'est pour ça d'ailleurs que certains, comme Kant, font de la morale l'étape qui permet de vraiment affirmer son identité de sujet. Vous voyez ? Je ne suis vraiment un sujet moral, un individu qui compte, qui est un sujet à l'origine de ses pensées et de ses actions, à partir du moment où je dois résoudre certains conflits moraux. Et il me semble que les grands dilemmes existentiels sont souvent des dilemmes moraux. Ils nous impliquent rarement que nous-mêmes. Ils impliquent souvent les autres aussi. Donc n'imaginez pas qu'on est dans un calcul. On dit calcul parce qu'on sous-pèse plaisir, déplaisir. Et je vous rappelle que l'étymologie du mot penser, en latin, pesare, P-E-S-A-R-E, veut dire peser. Penser, c'est peser. Penser, c'est sous-peser. Penser, c'est toujours mettre dans la balance le pour et le contre. C'est en ce sens-là qu'il faut parler du calcul et pas au sens du calcul mathématique. On ne peut pas informatiser le dilemme moral. Alors je sais qu'il circule sur Internet en ce moment, et vous avez peut-être participé à l'expérience, qui est d'ailleurs il faut le faire parce qu'elle se constitue à partir de nos choix, de l'intelligence artificielle et de la voiture autonome et des choix moraux, éthiques qui pourraient être posés dans la conduite des futures voitures autonomes. Et donc là, il y a un test qui circule dans le monde entier, qu'on trouve sur Internet, je ne sais plus comment il s'appelle, moi je sais que je l'ai fait, mais où en fait on vous place devant plein de dilemmes, où en gros vous avez le choix entre soit vous sauvez la vie à vous, soit sauver la vie des autres, et dans sauver la vie des autres, sauver la vie de telle ou telle catégorie en fait de personnes, des enfants, des personnes âgées, des représentants par exemple du corps médical. Donc à chaque fois il y a un dilemme, il y a ceux que vous devez sacrifier et ceux que vous devez sauver. Et en fait, les équipes qui sont en train de constituer
l'intelligence artificielle essaye de construire une éthique artificielle, hein, qui permettrait, en cas d'accident avec une voiture autonome, de laisser la voiture faire le choix. Alors d'abord, c'est quand même... je pense que quand les voitures autonomes vont arriver, vous aurez quand même le choix de reprendre la main de la voiture, déjà, et de faire en sorte que ça ne soit pas une intelligence artificielle qui décide de faire ces choix-là. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, cette intelligence artificielle, elle est en train d'être constituée par les réponses des milliards d'individus qui contribuent à ce programme. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important d'y contribuer, me semble-t-il, quand on a une certaine réflexion, une certaine culture, parce que ça peut bien sûr modifier certaines tendances de choix éthiques. Bon. Mais je ne suis pas convaincue qu'on parvienne un jour, hein, à créer une intelligence artificielle parfaitement capable de faire le calcul dont nous parle Épicure. Vous voyez, donc ce calcul, il me semble qu'il ne faut pas l'entendre, hein, au sens d'un calcul mathématique. Je termine. Donc, ce qui nous apparaît comme une sorte de calcul rationnel des plaisirs, hein, très différent d'ailleurs de celui des utilitaristes modernes, correspond à la première vertu épicurienne, celle de la prudence. Cette vertu en entraîne 3 autres, nécessaires dans l'application des conseils de la prudence. Application qui doit tenir compte du fait que l'individu est un être social et qu'en tant que tel, il doit se soumettre aux opinions de ses semblables et aux lois de son pays. C'est pourquoi la prudence entraîne à son tour une autre forme de prudence plus concrète, l'honnêteté et la justice. C'est donc la vertu qui permet le bon choix des désirs et le bon usage des plaisirs. Mais, elle n'a pas de sens ou de valeur en elle-même, mais seulement en tant qu'elle se met au service du plaisir. C'est donc le plaisir qui donne sens à la vertu. Donc voilà, je vais arrêter ici parce que ça commence à faire long. Je vais reprendre après sur Descartes.